Quels sont les fondements du commerce international? Voyons d'abord quelle est l'évolution du commerce international. Cette évolution du commerce international, on le voit, est assez différente d'année en année, mais il y a quand même un certain nombre de points fixes. Tout d'abord, toute cette période entre 2003 et 2008, c'est une période de croissance importante du commerce international qui croît chaque année entre 4, 5, 10, voire plus et qui, globalement, pendant tout ce temps-là, était supérieure à la croissance du PIB mondial, c'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation des exportations, des échanges. Et puis il y a la crise des subprimes. Cette crise des subprimes a provoqué une baisse extrêmement importante du commerce international, moins 19%. Mais le commerce très rapidement s'est redynamisé. Malgré tout, qu'est-ce qu'on remarque à l'époque actuelle, c'est-à-dire depuis 2012 jusqu'à nos jours? C'est une très faible croissance de ce commerce international quand on le compare à l'époque précédente, qui augmente entre 2, 3, difficilement 5% par année. Il y a malgré tout mondialisation. Qu'est-ce qu'on entend par mondialisation? Eh bien justement l'expansion de ce commerce international au niveau mondial. Et on le voit très bien avec les exportations de marchandises qui vont passer de 1995 à 2015 de 5 168 milliards d'euros à 19 milliards d'euros. Donc presque 4 fois plus. Et puis il y a l'exportation des services qui aussi augmente de 1995 à 2015, passant de 1179 milliards d'euros à 4800 milliards d'euros. Donc une augmentation très importante de ce commerce international. Il est intéressant de voir quels sont les principaux exportateurs mondiaux. Si on prend en 1995, les deux principaux étaient d'abord les États-Unis puis l'Allemagne et ensuite le Japon. Mais en 2004, il y a déjà un changement, c'est l'Allemagne qui est le premier exportateur, puis les États-Unis, puis la Chine. Et en 2014, la Chine est largement le premier exportateur mondial, suivi par les États-Unis et par l'Allemagne. Quels sont les déterminants du commerce international? C'est une question qu'on pose souvent en EC1 au bac. Quels sont ces déterminants? Tout d'abord, les avantages comparatifs que la théorie de Ricardo nous permettra de mieux comprendre. Et ces avantages comparatifs ils vont pousser à une spécialisation. La dotation factorielle, qui elle aussi poussera à la spécialisation et qui nous sera expliquée un peu plus tard par la théorie HOS. Mais il y a aussi les traités de libre-échange. Ces traités de libre-échange qui se sont multipliés après la Seconde Guerre mondiale, en grande partie grâce d'abord au GATT, c'est-à-dire General Agreement for Tariff and Trade, ce qui en français c'est Accord général pour le commerce et les tarifs, qui s'est transformé plus tard en OMC, c'est-à-dire Organisation mondiale du commerce. Donc là, les traités se sont multipliés et surtout les droits de douane ont énormément baissé. Il y a aussi l'essor du commerce intrazone. Par exemple, le commerce dans l'Union européenne, l'ALENA aux États-Unis, même si maintenant Trump veut tout revoir à ce propos, l'ASEAN avec les pays d'Asie, le Mercosur pour les pays d'Amérique latine. Donc là, il y a un commerce intrazone qui multiplie évidemment les échanges. Et puis, il y a toutes les transformations économiques qui ont eu lieu. Par exemple, Internet, qui évidemment simplifie énormément les échanges. Les porte-containers, ces bateaux qui permettent d'emporter des énormes containers à travers les mers du globe. La globalisation financière, qui permet d'avoir des capitaux qui sont fluides, qui vont d'un pays à un autre extrêmement facilement. Tout ceci sont des déterminants de ce commerce international. Quels sont les avantages et les inconvénients du commerce international pour les producteurs, les consommateurs, mais aussi pour les travailleurs? Quels sont les avantages? Pour les consommateurs, on a, grâce au commerce international, une offre extrêmement abondante et variée, puisqu'elle vient de pays extrêmement différents les uns des autres. En plus, comme il y a une concurrence internationale, les prix sont faibles, beaucoup plus faibles que si la concurrence n'était que nationale. Il y a une très grande variété et il y a une meilleure qualité et meilleures innovations, puisque cette concurrence est internationale.
Quels sont les inconvénients pour les consommateurs? C'est une espèce d'uniformisation de la consommation. Tout le monde a les mêmes téléphones, les mêmes smartphones partout, les mêmes jeans, etc. Pour les producteurs, quels sont les avantages? Eh bien, d'abord, ça donne des débouchés supplémentaires, puisque grâce au fait qu'il y a très peu de taxes, que le commerce est facile entre les pays, eh bien, ça fait des marchés supplémentaires. Il y a des économies d'énergie. Ces économies d'échelle permettent de vendre moins cher parce qu'on est capable de produire en beaucoup plus grande quantité. Donc chaque unité va coûter moins cher. En plus, le prix des consommations intermédiaires est en baisse. On va pouvoir acheter au meilleur prix les matières premières, mais aussi le pétrole, par exemple. Donc, un avantage. Et puis, pour certains pays, les transferts de technologie. La Chine a très bien su utiliser ces transferts de technologie en exigeant, par exemple, que les Américains ou les Européens fassent construire les produits en Chine, là où justement les Chinois peuvent apprendre les technologies en question. Et puis, il y a quand même des inconvénients. Les inconvénients, c'est que la concurrence internationale est très forte, donc la faillite de ceux qui sont moins compétitifs. Qu'en est-il pour les travailleurs? Eh bien, à partir du moment où il y a commerce international, il y a exportation et donc de nombreux emplois qui sont créés dans les entreprises qui peuvent exporter beaucoup plus. Et donc un énorme avantage pour les emplois. Mais il y a des inconvénients. En effet, puisque les entreprises peuvent s'installer là où elles veulent, eh bien elles peuvent délocaliser dans les pays où les salaires sont les moins chers, où la pression fiscale est moins importante, où il y a peu de problèmes au niveau de l'environnement, etc., etc. Ces délocalisations sont nombreuses et le résultat pour les pays développés, ça a été une forte désindustrialisation, puisque les industries sont allées s'implanter en Chine ou d'une manière générale en Asie. Et aux États-Unis, ça joue aussi, mais les entreprises sont allées s'installer au Mexique grâce aux accords de l'ALENA. Et puis il y a une pression à la baisse sur les salaires, puisque les entreprises peuvent toujours menacer de délocaliser dans des pays où les salaires sont les moins chers, en demandant à leurs salariés de bien vouloir accepter des baisses de salaire. Donc on voit que tout n'est pas avantage et que les inconvénients existent aussi.